Est-ce que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales? C'est important de le vérifier dès maintenant parce que les 15 et 22 mars prochains, on est appelé à voter pour les élections municipales. Et si vous n'êtes pas inscrit, eh bien vous ne pourrez tout simplement pas voter. Pour vérifier si votre nom apparaît bien sur les listes électorales, vous pouvez le faire en ligne sur le site servicepublic.gouv.fr. Vous pourrez aussi connaître l'adresse exacte du bureau de vote où vous devez aller voter. Si vous avez été recensé, vous êtes normalement inscrit directement sur les listes de la ville ou du village où vous habitez. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours le faire en ligne sur le même site, servicepublic.gouv.fr, vous avez jusqu'au 4 février, et si vous ne pouvez pas le faire en ligne, vous pouvez toujours vous rendre en mairie, là vous avez 2 jours de plus jusqu'au 6 février. Il y a quelques conditions pour pouvoir s'inscrire, avoir 18 ans minimum, être français ou avoir la nationalité d'un État de l'Union européenne, vous devez aussi pouvoir jouir de vos droits civiques et politiques. 2 documents vous seront alors demandés, un justificatif d'identité et un justificatif de domicile qui montre que vous êtes bien de la commune où vous habitez. Ça peut être par exemple une facture d'électricité. Alors n'attendez plus, vérifiez vite votre situation électorale si vous voulez pouvoir glisser le bulletin de votre choix dans l'urne au municipal au mois de mars. Et voilà pour ces modules pour tout comprendre de cette élection dont on va parler avec vous. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour Ariane. Merci d'être là Elisabeth et bonjour Yves Tréhard. Merci également d'être avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et on va aller tout de suite dans une des villes que vise le Rassemblement national, c'est Toulon. Bonjour Guilhem Ricavi. Merci beaucoup d'être avec nous. Guilhem, vous êtes directeur éditorial de Var Matin avec nous depuis Toulon. Toulon, on le disait, c'est l'une des principales cibles du Rassemblement national avec la candidate Laure Lavalette. Avant de parler d'un sondage que vous avez réalisé, Guilhem, et qui peut changer la donne, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les forces en présence à Toulon ? Oui, bien évidemment, Oriane, Toulon est une ville importante. C'est, je crois, en nombre d'habitants, la 12e ville de France. Et plus qu'ailleurs, peut-être, le scrutin s'annonce serré parce que se joue à Toulon la succession de celui qui a marqué la ville pendant près de 20 ans, Hubert Falco, empêché par la justice en juin 2023, qui est donc inéligible, qui ne peut pas se représenter. Et cela suscite beaucoup de convoitises. Vous le disiez, c'est une ville que vise le Rassemblement national avec sa porte-parole, la députée RN Laure Lavalette, qui est donc en lice pour ces municipales. Et puis on retrouve également José Massy, qui est la maire actuelle, qui a assuré l'intérim depuis le départ d'Hubert Falco. Une droite qui part divisée, puisque Michel Bonus, sénateur LR du Var, est également engagé dans la compétition. Et puis dans les rangs de gauche, là aussi, c'est une configuration avec une candidature divisée qui s'engage avec Magali Brunel qui fédère plusieurs partis de gauche et une liste LFI avec Isabelle Cornil. Voilà le décor planté de ces municipales 2026 dans la préfecture du Var. Et on le disait, Guilhem, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours dans votre journal. Laure Lavalette n'est pas si favorite que ça. Oui, alors Laure Lavalette que l'on attendait très haute. On sait que dans le département du Var, les scores du Rassemblement national sont plutôt toujours très élevés. C'est le cas notamment à Toulon. Et donc l'enseignement de ce sondage que Var Matin a publié jeudi dernier, montre qu'au premier tour, sans surprise, Laure Lavalette arriverait en tête avec 39% des intentions de vote. On imaginait même qu'elle pourrait faire un peu plus. Ce sondage fixe donc ce score à 39%. On retrouve en deuxième position la maire actuelle, José Massy, qui se revendique héritière d'Hubert Falco avec 24% d'intention de vote. Et en troisième position, Michel Bonus, lui aussi proche d'Hubert Falco, qui était sur sa liste lors des précédentes municipales, qui lui enregistrerait 15% d'intention de vote. La liste de Magali Brunel, elle, n'enregistre que 13% d'intention de vote au premier tour. Ça, c'est la configuration du premier tour avec une Laure Lavalette en tête. Si on regarde les hypothèses du second tour, on peut imaginer qu'il y ait un front républicain qui s'organise face à la députée du Rassemblement national. Et dans ce cas-là, on a testé le duel Laure Lavalette-José Massy. Et dans ce cas-là, c'est très serré. Laure Lavalette obtiendrait 48% des voix au second tour le 22 mars. Et José Massy l'emporterait avec 52% des voix. On le sait, avec la marge d'erreur dans les sondages, c'est un score très serré. Et puis, autre configuration que l'on a voulu tester, c'est le cas d'une triangulaire avec toujours Laure Lavalette, mais également José Massy et également Michel
Michel Bonus, pardon. On sait la tension importante entre les deux candidats de droite. Et dans ce cas-là, eh bien, José Massy ferait 40% des voix comme Laure Lavalette, loin devant Michel Bonus, qui lui n'obtiendrait que 20% des voix. Score donc très serré. On voit le poids d'une division à droite qui peut faire perdre la ville pour les héritiers d'Hubert Falco et qui pourrait laisser sa chance eh bien, à Laure Lavalette dans une ville qu'elle vise depuis très longtemps. Elle ne s'en cache pas. Merci beaucoup. Merci Guilhem pour ce point très complet sur la campagne des municipales à Toulon et le sondage paru dans Var Matin. Merci beaucoup Guilhem. On le voit, très serré. Hein. Toulon, on le disait, c'est l'une des cibles du RN. C'est pas gagné. Oui, parce que Laure Lavalette, porte-parole de Marine Le Pen, elle était partie la fleur au fusil. C'est vrai que de loin, on pouvait penser qu'elle était favorite. En fait, non. D'ailleurs, il faut dire qu'elle fait une campagne, il n'y a pas le sigle RN. Elle fait, entre guillemets, sans étiquette. Et dans cette ville, ce qui peut expliquer le score, effectivement, très serré, malgré, vous avez vu, la division à droite. Parce qu'en fait, il y a deux héritiers d'Hubert Falco qui sont en lice, en deuxième et troisième position dans les sondages, au premier tour. C'est peut-être, sans doute, le souvenir de Jean-Marie Le Chevalier. Rappelez-vous, cette ville, c'est une des rares grandes villes, c'était la seule à l'époque de Jean-Marie Le Pen, qui s'était donnée à un maire FN, 1995, et ça a été un désastre. Il a dû quitter le FN, il a été condamné à une peine de prison d'1 an avec sursis. Enfin, pour détournement de fonds publics, il avait géré sa ville avec sa femme, ça avait créé quand même une fin de mandat catastrophique. Donc il y a cette réminiscence qui explique peut-être que Laure Lavalette, il va... très punchy, on la connaît, Laure Lavalette. On l'a beaucoup pratiqué sur les plateaux, très efficace. Aujourd'hui, elle se consacre complètement à sa ville. Elle n'est plus du tout à Paris. Elle essaye de gagner. Mais elle a une liste où elle a essayé de rassembler, oublier les scories du FN de l'époque. Et puis une droite. Alors, il paraît que José Massy, la maire actuelle, et son challenger de droite auraient conclu un accord quand même pour que au deuxième tour, ils fassent gagner leur camp. On verra, ils y ont quand même un peu intérêt, non? Ah bah oui, sinon c'est la droite la plus bête du monde, comme d'habitude. Hein. On a l'habitude en France. Non, alors, comme Elisabeth a tout dit, moi je vais remettre ça dans le contexte régional. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans une région PACA, qui est quand même... très exposé, je dirais, à une poussée et à une progression du Rassemblement national, un peu partout. On attend aussi Marseille, le résultat à Marseille, ça va être quelque chose qui va être suivi de très près. Alors effectivement, Toulon s'est déjà donné au Front National à l'époque. C'est une ville qui a beaucoup changé aussi, hein, même depuis 1995. C'est une ville qui a quand même repris, je dirais, des couleurs sur le plan économique. Parce que c'est une ville qui avait été un peu abandonnée à la fin du siècle dernier. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a quand même un peu changé d'aspect. Et est-ce que ça fait les affaires du Rassemblement national? Peut-être pas. Moins, en tous les cas, que ce qu'on pensait. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas deux candidatures de droite... là, le match serait plié. Hein. C'est dire si le Rassemblement national ne peut profiter que des situations où la droite est quand même en très mauvaise... est en délicatesse, quoi. Ouais, et le Rassemblement national, qui, avec ses municipales, fait aussi le pari de l'implantation locale. Il joue gros lors de cette élection de mars prochain, Elisabeth? Oui, s'il n'arrivait pas à conquérir quelques grandes villes qu'il convoite, il jouerait gros. Ça ferait effectivement un petit accroc dans ce cheminement qui lui semble tout à fait victorieux vers la présidentielle. Je ne suis pas sûre que ça change énormément le vote des Français en 2027. Mais c'est sûr que ça donne toujours une dynamique. Puisque si on peut montrer, et c'est l'enjeu du RN, qu'on est capable de conquérir des grandes villes, alors, a fortiori, on est plus légitime pour conquérir la France. Si on échoue, s'ils échouent à Marseille, à Toulon, dans le Nord, où ils essayent de s'implanter dans un certain nombre de villes, si Ciotti se fait battre par Estrosi, etc., à Nice, bon, c'est sûr que ça sera une déception, et c'est comme ça qu'on le lira le soir du 22 mars. C'est toujours le point faible du Rassemblement national, cette implantation locale, Yves? Oui, qui n'est pas... C'est pas uniquement le cas du Rassemblement national, c'est le cas du Rassemblement... C'est ça qui était étonnant, c'est que les partis qu'on le vend en poupe sur le plan national,
sont les partis qui sont le plus faibles localement. Alors que les partis qui sont en complète décomposition sur le plan national, le Parti socialiste et surtout les LR qui sont dans une décomposition totale, eh bien, ils sont quand même assez forts sur le plan local. On est dans un front renversé, si vous voulez. Donc, effectivement, le Rassemblement national, je pense, en perspective de la présidentielle, a tout à fait intérêt, ça fait partie de sa campagne de respectabilisation aussi, c'est d'avoir des barons locaux qui s'installent. Bon, il y a Louis Alliot à Perpignan, qui sera vraisemblablement, je pense, réélu. Enfin, il part favori. C'est peut-être pas aussi évident que ça, mais il est quand même favori. Il y a le procès. Oui, il y a le procès. Il y a Marseille, il y a Toulon, il y a effectivement Éric Ciotti à Nice, qui part pas favori quand même, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris. Et puis vous avez beaucoup d'autres villes, des villes moyennes, de moins de 100 000 habitants dans cette région-là, qui sont à portée, je dirais, d'élection. Il y a une ville, puisqu'on va parler des LR, que les LR espèrent conquérir, c'est Paris. Et on va écouter Rachida Dati, leur candidate, qui était l'invitée hier du grand jury et qui ne s'est pas privée de tacler ses concurrents, Emmanuel Grégoire, le socialiste, et Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Horizon et Renaissance. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la gauche, en ayant, j'allais dire, raclé tous les fonds de tiroir, sont évidemment au coude à coude avec moi. On m'a appelé à la clarification en disant, est-ce que vous allez être avec CNAFO, est-ce que vous allez être avec le RN? J'ai été très claire. Mon parcours parle pour moi, ma vie parle pour moi, mon expérience parle pour moi. Monsieur Bournazel doit clarifier aussi sa position. Est-ce qu'il veut s'allier avec Monsieur Grégoire? Si c'est ce qu'il veut, je le dis aux Parisiennes, c'est que l'alternance ne sera pas possible et on partira avec la même équipe et en pire. Voilà, et la question des alliances d'entre-deux tours que soulève Rachida Dati, puisque c'est là que ça va se jouer. Alors, elle a clarifié sa position vis-à-vis de Sarah Knafo. Elle ne veut pas d'alliance avec elle. En revanche, elle taque Pierre-Yves Bournazel. S'alliera-t-il, oui ou non, avec Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste? Oui, non, mais ça, c'est parce que c'est la rumeur veut ça. Mais c'est vrai qu'elle a des paroles, je trouve, moins acides vis-à-vis de Pierre-Yves Bournazel que par le passé. Il y a quelque temps encore, elle était assez virulente contre lui, en disant que finalement c'est une candidature qui servait à rien, qu'est-ce qu'il faisait là, et machin. Lui-même l'ayant, fortement attaqué dans son livre. Et lui-même l'ayant beaucoup attaqué, effectivement. Bon, il semblerait que Rachida Dati, sentant que l'élection allait être quand même assez difficile, assez compliquée, eh bien, elle a un peu changé de ton vis-à-vis de Pierre-Yves Bournazel. Donc, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui peut arriver. Alors qu'avec Sarah Knafo, ça me paraît complètement... je dirais, c'est au-delà de la raison, quoi. Il y a une virulence vis-à-vis de Sarah Knafo qui est due aux propos qu'a tenus Éric Zemmour vis-à-vis de Rachida Dati il y a quelque temps, et notamment... Mais c'est leur vie privée. Sur le prénom de sa fille. Sur le prénom de sa fille, ça c'est sûr. Ah oui. Mais est-ce que Rachida Dati, elle peut gagner sans Pierre-Yves Bournazel? On rappelle que Renaissance est un peu divisée. Gabriel Attal soutient Pierre-Yves Bournazel, mais il y a une partie de Renaissance, Maud Bréjon, Sylvain Maillard, Benjamin Haddad, qui soutiennent Rachida Dati. Oui, enfin l'essentiel du parti soutient quand même Bournazel. Et Hervé Morin maintenant aujourd'hui aussi. Et Hervé Morin, les centristes, qui ont effectivement rallié. Clément Beaune, l'ancien ministre macroniste, et aujourd'hui au commissaire au plan, qui a rejoint aussi Bournazel. Donc il rallie, lui, pas mal de soutien. Et c'est vrai que Rachida Dati, donc elle a Knafo sur sa droite, Bournazel sur sa gauche. Elle demande à Bournazel de clarifier, parce que fera Gabriel Attal, par exemple, qui a le premier soutenu, qui a apporté un soutien assez décisif, quand même déterminant pour Bournazel. Est-ce qu'il va soutenir Emmanuel Grégoire, demander à Bournazel d'aller du côté d'Emmanuel Grégoire, sachant que Bournazel est le candidat d'Édouard Philippe, qui lui est en délicatesse personnelle, enfin pas personnelle, mais c'est pas un grand fan de Rachida Dati, mais enfin Horizon, est-ce que dans la perspective de rallier à lui une partie des LR à la présidentielle, il peut se permettre de soutenir Emmanuel Grégoire, ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est une des batailles les plus passionnantes des municipales. Est-ce que Paris va basculer à droite? La gauche, pour l'instant, dans les sondages, parce qu'on dit beaucoup, c'est une ville de gauche, elle ne fait pas une différence énorme. Elle est divisée, la gauche, attention. Et d'ailleurs, elle aussi est divisée. Donc, à mon avis, il faut être très prudent. Ouais. Et on verra. En tout cas, si Paris bascule à droite, évidemment, ce sera un événement.
Bien sûr. Effectivement, il y a un vrai enjeu national. Et c'est l'une des seules villes que le RN peut conquérir, que les LR peuvent conquérir. Paris, c'est toujours un enjeu national, de toute manière. Mais ça ne reflète absolument pas l'élection, enfin, l'état de l'opinion sur le plan national, hein, attention. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que la gauche aussi est très divisée. Et savoir si, alors vous allez me dire, on n'est pas propriétaire de son électorat, mais Madame Chikirou et Monsieur Grégoire, ils sont aussi dans une opposition qui est une opposition assez virile, hein, assez musclée. C'est un peu comme entre Madame Knafo et Madame Dati. Hein. C'est pas, je suis pas sûr qu'au deuxième tour, si Grégoire arrive en tête, eh bien, il ait tout le soutien de Madame Chikirou. Si on l'écoute, elle, normalement, elle devrait pas le suivre. Ah bah, Sophia Chikirou, elle insulte le Parti socialiste comme LFI insulte Olivier Faure à l'Assemblée. C'est exactement la même opposition. Elle fait sa campagne contre le Parti socialiste. Mais pour l'instant, elle fait une campagne un peu plus en dessous des radars. Sarah Knafo qui a bénéficié d'une exposition particulière. Je crois que c'est aujourd'hui le début des temps de parole. Oui. Donc c'est vrai que les municipales, ça va être compliqué. Mais par exemple, Bournazel va en bénéficier, le candidat de Gabriel Attal et d'Édouard Philippe. Et est-ce que vous parliez de la France insoumise qui attaque les socialistes? On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui attaque les socialistes. Il était à Roubaix soutenir le candidat LFI David Guiraud et il en a profité pour s'en prendre au PS, notamment sur la question budgétaire. Les députés socialistes de ce département, sur les 10 dernières motions de censure, ils en ont voté 0. Autrement dit, tout ce que fait le gouvernement se fait grâce aux voix de ces gens que nous avions élus en confiance et qui nous avaient juré qu'ils respecteraient le programme. Punissez-les sévèrement, partout où vous le pouvez. Montrez-leur que vous n'acceptez pas ce manquement à la parole donnée. Ça a un peu changé. Là, c'est plus que la fracture, là. Oui, d'accord, mais ça a un peu changé, parce que par la voix du Parti socialiste officiel, le Parti socialiste a dit qu'il n'était pas exclu du tout qu'il rallie les listes de la France insoumise. Malgré ça. Malgré cette injonction de Jean-Luc Mélenchon. Mais le Parti socialiste est tellement... Peut-être avant ça, puisque ça, c'était ce week-end. C'était un peu avant ça, oui. Mais ils sont tellement dépendants ils le savent. S'il y a des élections législatives, ils sont... Alors, dans les élections municipales, c'est un peu différent, parce que vous avez des contextes locaux et tout. Mais les élections législatives, je ne pense pas que les socialistes puissent faire quoi que ce soit sans le soutien de LFI, des Verts et des communistes. Mais ces municipales, elles vont être aussi une conséquence politique de ce qui s'est passé ces dernières semaines sur le plan budgétaire et avec Sébastien Lecornu. On le voit à gauche. En tout cas, ça, c'est quand on entend Jean-Luc Mélenchon, c'est très clair. On verra comment les électeurs, par exemple, LR, se comportent. On l'a vu, par exemple, là, il y a une législative partielle qui vient de bénéficier à l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, alors que LR était évidemment en lice. Était le concurrent du candidat. On va le voir, c'est la une du Dauphiné libéré ce matin, on va le regarder. Et là, le LR paye son positionnement, comment dirais-je, ambivalent, mais le grand écart sur le budget, avec un Bruno Retailleau ici au Sénat, qui est très remonté contre le budget, et Laurent Wauquiez qui dit il faut voter le budget parce qu'il faut un budget tout court, même s'il est très mauvais. Pour les électeurs LR, c'est extrêmement compliqué. Comment voulez-vous que ça n'ait pas d'influence? Alors, toute chose égale, il faut faire attention, dans énormément de communes, on vote pour un bilan local, on ne vote pas en fonction de ce qui s'est passé à Paris. Mais tout de même, on ne peut pas complètement décorréler dans un certain nombre de grandes villes, surtout quand on a des chefs de parti qui en font effectivement des effets de tribune, comme c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon et comme c'est le cas de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, qui ne cesse de renvoyer LR à cette
entre guillemets, compromission avec Emmanuel Macron. Et ce qu'a fait hier soir, parce que vous en parliez, et on vient de voir la une du Dauphiné libéré, c'est le candidat d'Éric Ciotti qui a donc remporté la législative partielle en Haute-Savoie. C'est la première fois que l'alliance RN Ciotti remporte, que l'extrême droite remporte un siège dans ce département. Comment il faut l'analyser, Yves Tréhard ? Est-ce que ce sont les conséquences de la position un peu floue des Républicains sur le budget ? Éric Ciotti, il a dénoncé l'alliance hier, il a dénoncé l'alliance LR-Macron. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord la personnalité, l'action d'Éric Ciotti, qui est quand même dans cette région qui a une certaine popularité. Et puis il y en a beaucoup qui, à l'intérieur du Rassemblement national, à l'intérieur de la droite, estiment qu'il faut l'union, il faut aller vers le Rassemblement national. Voilà. Donc, là, c'est quand même un gros coup dur. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau étaient allés ensemble soutenir leur candidat. Alors, à côté de ça, vous avez effectivement le fait que la droite soit pas claire du tout, avec deux lignes qui sont des lignes diamétralement opposées, puisque en gros, il y en a un qui vote la censure et l'autre qui vote le budget. Parce que Retailleau, il n'est pas en mesure, mais il n'était pas en mesure encore. Il est au Sénat, donc le poids est un peu inférieur, mais il serait à l'Assemblée nationale, normalement, s'il met ses actes en accord avec ses paroles, il vote la censure du gouvernement. Évidemment. Donc c'est pas le cas de Laurent Wauquiez. C'est un parti qui est aujourd'hui est complètement à la dérive. Et qui conserve quelques baronnies municipales. Oui. Pour ça que le Parti socialiste et LR, qui sont deux partis dits de gouvernement, qui sont en immense difficulté dans la perspective de la présidentielle, sont dans les municipales. Eux, ils ont des enjeux forts, c'est de ne pas perdre leurs implantations. Parce que contrairement au RN, contrairement à LFI, ils en ont, eux. Et c'est donc ça, c'est un peu à front renversé par rapport aux enjeux de la présidentielle. Ils doivent conserver, car c'est tout ce qu'il leur reste. Et c'est capital. Et c'est capital. Pour le Sénat. Et aussi pour le Sénat. Par définition, il y a les élections sénatoriales après l'été. Et ces élections, c'est aussi le produit, d'une certaine façon, de ce que seront les municipales. Et on peut boucler avec Toulon, parce que si le RN gagne à Toulon, eh bien, c'est très bon pour les sénatoriales de septembre, parce que je crois qu'il y a 4 sièges renouvelables au Sénat dans ces circonscriptions en septembre. Et effectivement, ça va jouer pour les sénatoriales avec la possibilité pour le RN d'avoir un groupe ici au Sénat, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et on va voir justement, puisque le budget, ça fait parler, on l'a entendu, les adversaires qui attaquent le PS, les LR sur leur alliance avec la Macronie, le budget qui devrait se terminer aujourd'hui au Parlement après 4 mois, enfin, on a envie de dire. Avant d'en parler avec vous, on voit ça avec Gaspard Bunel. Après 4 mois de discussions intenses au Parlement et 3,49.3 déclenchés, c'est l'ultime étape pour Sébastien Lecornu. Le Premier ministre fait face à 2 dernières motions de censure, l'une déposée par le Rassemblement national, l'autre par les forces de gauche, mais sans le soutien du Parti socialiste. J'invite vraiment toutes celles et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce budget à véritablement censurer le gouvernement. C'est un moment important, c'est un moment crucial et j'appelle nos amis socialistes à ne pas oublier que nous sommes dans l'opposition. L'opposition. Donc allez-y voter. 2 dernières tentatives de faire tomber le gouvernement et de s'opposer à ce projet de loi de finances 2026. Le rejet probable des motions entraînera alors l'adoption définitive d'un budget de compromis, vivement critiqué sur les bancs du RN. Les socialos, ils ont tellement le trouillomètre à zéro que pour pas retourner devant les électeurs, ils ont tout gobé. Fatalement, comme les socialistes vont se coucher, que les LR vont se coucher, que la Macronie s'est couchée depuis bien longtemps, oui, fatalement, la motion, malheureusement, risque de ne pas passer. Pour l'ancien président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, cette copie du budget n'est pas la version idéale, mais a le mérite d'exister. Il vaut mieux pour la France, c'est même nécessaire, avoir un budget que de ne pas en avoir. Donc ça, de ce point de vue-là, on ne peut que être satisfait de sortir de ce mauvais feuilleton. Je suis, oui, soulagé qu'il y ait un budget, mais il n'empêche que les réformes nécessaires au pays, réforme de l'État, réforme de la sécurité sociale, réforme des collectivités locales, ces réformes n'ont pas pu être faites dans le cadre de ce budget, qui est un budget dont on a bien compris comment il a été adopté, c'est à partir de discussions politiques. Si les motions sont rejetées et le texte adopté, le budget devra passer le filtre du Conseil constitutionnel dans la foulée, avant d'être définitivement promulgué.
Est-ce que c'est un pari réussi quand même pour Sébastien Lecornu, Elisabeth? Ah bah oui, c'est comme le sport, à la fin c'est lui qui gagne quand même. Hein. Seule la victoire est belle, d'une certaine façon. C'est une victoire là? C'est une vraie victoire? Ah bah pour lui, oui, parce que, rappelez-vous, c'était pas gagné, on lui donnait quand même peu de chance. Moi, au départ, j'avais pensé, Sébastien Lecornu, il est quand même trop proche d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il faut une personnalité pour arracher un accord qui soit plus décorrélé du président. Il y est arrivé, puisque c'est justement parce qu'il était très proche du président qu'il a réussi à lui faire avaler des couleuvres quand même telles que le renoncement sur la réforme des retraites et des taxations, puisque ce budget, il tient essentiellement par des hausses d'impôts sur les entreprises. Donc, si vous voulez, oui, sur le papier, c'était pas gagné. Et c'est parce que on dit beaucoup, il est habile, mais c'est aussi parce qu'il s'est assis sur une forme d'ego. Parce qu'il ne fallait pas avoir un amour-propre démesuré pour aller quémander auprès des socialistes, d'abord leur accorder le renoncement 49.3, puis finalement le dégainer alors qu'ils ne l'ont pas redemandé, leur faire toutes ces concessions, et puis naviguer avec LR, le MoDem. Non, bien joué, Sébastien Lecornu, quand même. Oui, non, bien joué, parce que c'était... D'abord, il faut le savoir, ces deux prédécesseurs sont quand même tombés, mais c'est vrai que tout ça s'est fait au prix de renoncements terribles, c'est-à-dire que deux renoncements très importants. Il avait dit qu'il ne ferait pas le 49.3, qu'il ne recourrait pas au 49.3, il y a recouru, 6 fois, donc il a été obligé quand même... Il n'a pas fait sur le budget... Pardon ? 3 fois, puisqu'il n'a pas fait sur le budget de la Sécurité sociale. Oui, 3 fois, pardon, Ouais. parce qu'il a fait, effectivement... Donc ça, c'est quand même un reniement, avec la complicité d'ailleurs du Parti socialiste qui n'a pas assumé, mais qui n'a pas assumé. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, il a complètement détricoté la politique de l'offre du président de la République. C'est-à-dire qu'on est revenu sur la réforme des retraites, des hausses d'impôts, en veux-tu, en voilà, mais qui sont colossales quand même, et qui sont, qui vont à l'encontre de la philosophie du président de la République. Et tout ça, quand même, c'est un budget qui est coécrit avec le Parti socialiste. Hein. Donc si on résume, c'est quoi? Les gagnants, Lecornu, le PS, les perdants, les Républicains et le macronisme? Oui, alors les gagnants, sur le papier, c'est Lecornu, le PS. Est-ce qu'ils sont les gagnants à long terme? Je ne sais pas, parce que les Français n'aiment pas trop non plus les reniements, les renoncements, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne plus tard. Mais c'est vrai que là, pour le moment, il a donné un budget à la France. Je suis pas sûr que les Français, pour eux, ça soit capital. Enfin, cela dit, ça a des conséquences quand même sur la vie des municipalités, sur la vie d'un tas d'administrations et sur, finalement, la vie quotidienne de beaucoup de Français. Et les perdants, les Républicains et le macronisme, en soi? Ah oui. Oui, de toute façon, le macronisme, il perd depuis maintenant. Il est mort. 2022, il ne cesse de perdre, après avoir réussi un exploit historique électoralement, Emmanuel Macron, depuis, il perd. Donc oui, le macronisme, certains diront évidemment les comptes publics. Parce que tout le monde est content qu'on ait un budget quand même. C'est ce que disait Pierre Moscovici, c'est-à-dire, on tourne toujours en rond. Il est très mauvais ce budget, mais c'est un budget. Et donc on l'a, et maintenant on va passer à autre chose. À quoi? À pas grand-chose, mais quand même. Cette page est tournée. Donc les comptes publics sont quand même perdants, parce qu'on n'a absolument rien amélioré. Au contraire, on a plutôt... C'est pas aggravé, mais à force de perdre du temps quand même, ça s'améliore pas et on va arriver en 2027 dans une situation catastrophique pour le prochain président. Et dernière étape de ce budget, c'est donc cet après-midi à 17h à l'Assemblée. Allez, on va terminer par l'histoire du jour. Est-ce que vous êtes déjà monté au sommet de la Tour Montparnasse? Oui. Alors, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Y compris pour y travailler d'ailleurs. Parce qu'il y a quelques années, mais c'est fort ancien, il y avait un baron noir, c'est-à-dire un petit avion qui survolait la capitale, un Cessna, je me souviens, avec un fou de l'air, et tout le monde se demandait ce que c'était, et vous savez que vous n'avez pas le droit de survoler la capitale. Alors, on était tous là, moi j'étais jeune journaliste. Voilà, c'est une très belle histoire. C'est l'histoire d'Yves. Juste pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'Yves, il vous reste que quelques jours pour monter dans un futur proche, parce qu'à partir du 31 mars, elle sera fermée au public, vidée de ses occupants, grand chantier de rénovation, transformé en profondeur. Il y aura un hôtel, des commerces et même une serre agricole. Les alentours aussi seront réhabilités. Coût du projet 600 millions d'euros, 4 ans de travaux quand même, donc on va pas pouvoir y remonter tout de suite. Vaut mieux profiter de la vue d'ici le 31 mars, sinon il faudra patienter. Merci beaucoup Yves. Merci Elisabeth. Merci à tous.
de nous avoir suivis. À demain.